Bonsoir, nous allons débuter notre rencontre. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux ce soir. Et merci également à celles et ceux qui sont connectés en visio et qui nous suivent à distance, en distanciel. Cette conférence, nous l'organisons dans le cadre de la Nuit du droit. C'est pas la première fois que nous avons ce partenariat-là. Et ce que ça signifie, c'est que ce soir, donc jeudi 2 octobre, dans environ 150 villes en France et à l'étranger, sont organisés des événements autour de la question du droit pour permettre à chacun et à chacune d'échanger avec des professionnels du droit, d'échanger autour du droit, de ses principes et de ses institutions. À l'IRIS, il nous a semblé important d'inscrire cette conférence dans l'actualité brûlante et de proposer ce sujet: quelle justice internationale après Gaza? Heu, Depuis sa création, la justice internationale, elle incarne une promesse, la promesse du plus jamais ça, la promesse d'empêcher les crimes les plus graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et a fortiori génocide, et de mettre fin à l'impunité. Et cette justice internationale, si l'on se concentre sur Gaza, on se rend compte que l'année dernière, en 2024, elle a été assez active. Il y a eu un certain nombre d'actions de la part de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. Et pour autant, elle est mise à rude épreuve pour un certain nombre de raisons. D'abord, en raison de la crise du multilatéralisme, mais aussi, concernant Gaza, en tout cas, en raison d'une séquence diplomatique sur laquelle on va revenir, débute l'été dernier avec la déclaration de New York, plus récemment avec la reconnaissance officielle de la Palestine par les États qui ne l'avaient pas encore reconnue, lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Puis, plus récemment, avec ce plan de Trump qu'on a découvert en début de semaine. Pire encore, la justice internationale est aussi victime ou la cible de pression du fait des sanctions mises en œuvre par l'administration états-unienne. Et pour toutes ces raisons, heu, il nous a semblé important de poser cette question avec une forme de gravité, hein, si on peut dire, de la justice internationale et de son avenir dans le contexte de Gaza. Et pour ce faire, nous avons réuni un plateau de qualité. Je vais vous présenter tout de suite avec, à ma droite, Bénédicte Jeannerat qui est directrice du bureau de Paris de Human Rights Watch. Merci Bénédicte d'être avec nous. Élise Loriot-Prévost qui est juriste spécialisée en droit pénal humanitaire et membre de la commission justice internationale d'Amnesty France. Merci Élise. Raphaël Maison, qui est agrégé des facultés de droit, professeur de droit public à l'université Paris 7. Et Yohann Soufi, qui est avocat en droit international et ancien chef du bureau juridique gazaoui de l'UNRWA, membre de l'association juridique. On verra tout à l'heure. Donc, merci à toutes et tous de nous avoir fait le plaisir d'accepter notre invitation. Et Bénédicte, je vais commencer avec vous, mais avant d'en venir plus directement à la question de la justice internationale, est-ce que vous pouvez nous dire comment Human Rights Watch et plus généralement les organisations de défense des droits humains travaillent pour documenter les crimes et les violences de masse? Pour votre invitation. Je suis très contente. J'avais déjà participé à une table ronde l'année dernière que j'avais trouvée passionnante et c'était d'ailleurs déjà avec Johan. Ce qui est un peu déprimant aussi, non pas de te revoir, mais d'intervenir sur un sujet aussi catastrophique. Donc, comment est-ce que Human Rights Watch travaille à Gaza? Alors, on ne travaille pas à Gaza, parce qu'on n'a pas de présence sur le terrain. Vous savez que la question de l'accès, c'est évidemment un point extrêmement, enfin, du non-accès, c'est un problème extrêmement important qui se pose aux organisations de défense des droits humains comme la nôtre, mais à énormément de personnes, et notamment aux journalistes internationaux et à toutes les personnes qui devraient pouvoir accéder à Gaza pour porter secours à la population, pour pouvoir rapporter la situation à l'extérieur, etc. Donc ça, on ne peut pas le faire.
ça n'est pas complètement, exceptionnel, hein, pour Human Rights Watch de documenter de manière très intense, hein, des contextes, même quand on n'y a pas accès. Il y a d'autres conflits sur lesquels on ne peut pas aller directement. Je pense, notamment à l'Érythrée, certaines régions du Soudan, certaines régions du Burkina Faso, où on a ce problème d'accès et qu'on arrive à contourner avec des techniques d'enquête, que l'on a, pour faire des interviews à distance avec les personnes qui sont victimes de violations, avec des personnes alors là, il se trouve que sur certains conflits, c'est beaucoup le cas, mais que c'est moins le cas sur Gaza aussi du fait de la difficulté des Palestiniens de Gaza de quitter l'enclave. Mais on a mené, beaucoup d'interviews avec des personnes qui avaient été évacués notamment en Égypte et aux Émirats arabes unis pour, documenter en fait un certain nombre de blessures et d'impacts des attaques des autorités israéliennes. Donc on arrive à faire des interviews, à distance sur pratiquement tous les rapports qu'on a pu produire. Que ça soit celui que nous avons sorti, à la fin 2024, qui documentait les crimes contre l'humanité, d'extermination et d'actes de génocide, celui qu'on a fait sur les déplacements forcés, et les opérations de nettoyage ethnique dans certaines parties de la bande de Gaza, celui que nous avons sorti au mois d'août sur, les bombardements d'écoles. À chaque fois, on a été en capacité d'interviewer un grand nombre de personnes, à l'intérieur de Gaza. Je dirais que ce qui est peut-être singulier par rapport à d'autres, situations, sans minimiser du tout la difficulté de travailler sur d'autres situations et sans minimiser la gravité, d'autres contextes de guerre. Ce qui est sans doute singulier à Gaza, c'est le fait que les personnes soient, continuellement déplacées et que c'est très compliqué quand on veut interviewer, des personnes, de trouver le bon moment, «le bon moment» entre guillemets, si on peut considérer qu'il y a des bons moments, mais en tout cas un moment de disponibilité où des personnes vont pouvoir avoir le temps de parler avec nos chercheurs ou nos chercheuses. Ça, je dirais que c'est particulièrement, je dirais, propre à la situation à Gaza, d'être continuellement avec des personnes qui sont déplacées et dans des conditions extrêmement, précaires. Je dirais qu'il y a d'autres aspects qui sont particuliers aussi à Gaza. On enquête beaucoup sur des frappes particulières pour pouvoir, les documenter et définir, si elles sont, des crimes de guerre et cetera. Donc on a beaucoup enquêté sur certaines frappes et là, ce qui est particulier aussi à Gaza et qui montre à quel point, la situation est dramatique, c'est qu'il y a tellement de bombardements et d'utilisation de munitions que c'est très difficile de documenter une frappe en particulier comme on va le faire, sur d'autres contextes. Par exemple, en Ukraine, on a pu identifier des frappes en particulier, montrer leur impact, et cetera. À Gaza, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de frappes et tellement de munitions utilisées que ça complique encore la tâche pour nos équipes. On arrive quand même évidemment à faire énormément de travail. On a publié, j'en parlais avec un de mes collègues avant de venir, on a publié à peu près 200 produits, donc que ça soit des longues enquêtes, hein, des enquêtes plus courtes, des communiqués de presse. Donc ça ne nous a pas empêché de documenter la situation à Gaza, de faire des déterminations juridiques extrêmement, graves, on va dire, sur la question des crimes contre l'humanité, actes de génocide, déplacements forcés, crimes de guerre et cetera. Mais, voilà, c'est quand même dans un contexte particulièrement difficile. Je rajouterais quand même qu'on essaye de parler de Gaza et de la Cisjordanie, même si évidemment la situation elle est différente et on a aussi enquêté, il y a, sur les crimes commis par le Hamas. Donc c'est vraiment un ensemble d'enquêtes que l'on fait. Et peut-être aussi sur Gaza ou plus généralement, sur Gaza et Cisjordanie, ce qui est sans doute aussi, particulier, bien qu'on connaisse les situations de conflit et à quel point la communication des autorités fait partie des stratégies de guerre, c'est que, les autorités israéliennes, comme vous l'avez vu, ont une communication extrêmement intense et que c'est aussi un élément qu'on doit prendre en compte dans la multiplicité de communications, de narratifs qui sont diffusés et c'est aussi quelque chose dans lequel on doit, agir, on va dire, repérer les différentes déclarations, pour pouvoir aussi contrer les narratifs, apporter nous nos propres argumentations qui vont être issues du travail qu'on fait sur le terrain.
vous évoquiez les différentes publications et les différents rapports. Je voulais rebondir et demander à Élise, comment le rapport d'Amnesty qui a fait date en décembre 2024 et dont les conclusions, montraient que l'armée israélienne commettait un génocide contre de Gaza a été, réalisé? Comment est-ce qu'il a été construit? Comment est-ce que vous avez travaillé pour établir cela? Et puis, est-ce que vous pouvez également revenir sur, la caractérisation de génocide, au droit international? Bien sûr, donc si ça vous convient, je commence avec la caractérisation parce que ça va me permettre d'expliquer le rapport après. Donc le terme génocide est un terme qui est encadré par le droit, notamment par la Convention sur le génocide de 1948. Donc c'est un terme qui est très ancien et qui existe depuis très longtemps et qui n'a pas beaucoup changé depuis. Et il y a des règles et des conditions précises pour qualifier un acte de génocide ou certains actes de génocide. C'est pas juste comme ça. Un génocide n'est pas une opinion, c'est un fait qui est établi grâce à une analyse basée sur le droit international. Donc on n'est pas sûr, on pense que c'est oui ou non. Cependant, le génocide se distingue des autres crimes de droit international, par exemple des crimes contre l'humanité, dus à son intentionnalité. Donc c'est plus un problème d'intention derrière que d'actes spécifiques. Cependant, il y a quand même des actes spécifiques, mais je vais y revenir. Donc un génocide, c'est l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie, donc en partie, c'est important aussi, un groupe protégé par la convention, du génocide qu'on verra plus tard. Donc c'est un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Dans certains codes pénaux de certains pays, ils ont rajouté d'autres, groupes, mais là, sur la convention du génocide, on va rester au plus basique sur ces groupes-là. Et donc c'est vraiment la notion d'intentionnalité qui distingue le génocide aux autres crimes. Et donc pour établir un génocide, il y a des règles et des façons de le faire et donc il faut établir 3 éléments. Les 3 éléments, c'est déjà, il faut déterminer si le groupe visé est un groupe protégé par la convention. Donc par exemple, la convention ne protège pas les groupes politiques. Il faut déterminer si des actes prohibés par la convention ont été commis et il faut déterminer si les actes commis étaient dans l'intention de détruire. Donc il y a un acte sur 5 qui doit être commis, ou les 5, mais il en faut qu'un seul pour qu'un génocide soit établi dans ces conditions, avec les autres conditions bien sûr. Donc ou le meurtre d'un membre du groupe, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures à entraver les naissances ou le transfert forcé d'enfants à un autre groupe. Donc je pense que déjà dans vos têtes, vous commencez à voir un peu où j'en viens, c'est que à Gaza, ça a l'air d'être rempli les conditions. Et donc sur cette base juridique très solide de la Convention de 1948, avec ces conditions qui existent et avec ces règles de droit, Amnesty a mené une enquête et Amnesty n'a pas mené cette enquête pour dire qu'il y avait un génocide. Ils ont collecté des faits, ils les ont analysés et puis il y a eu des conclusions. Ils se sont pas dit on va mener une enquête pour avoir le crime de génocide. Parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille toujours avec des faits et après on voit les conclusions qu'on en tire après. Donc pour mener une enquête, un peu comme chez Human Rights Watch, on collecte des preuves, on les vérifie parce que les preuves sont pas toutes. Enfin, il faut vérifier les preuves, mais ça c'est une autre conversation. On analyse les faits et puis on en tire des conclusions. Donc nous, pour ce rapport dont on parle, on a collecté des preuves de différentes sources, donc 212 témoignages, excuse-moi, je lis pour avoir les bons chiffres, des photos, des vidéos, de l'OSINT. Donc l'OSINT, c'est tout ce qui est de l'intelligence à source ouverte, donc c'est tout ce qu'on va retrouver sur Internet. Donc dont des photos et des vidéos en OSINT, souvent partagées par des soldats israéliens eux-mêmes. Donc on a un panel de sources qui est très large. On a beaucoup de on essaye de prendre toutes les sources possibles pour être sûr qu'on ne part pas que dans une seule direction. Des images satellites, donc les images satellites, comment dire, c'est assez neutre. Des documents qui émanent de l'ONU, d'organisations humanitaires qui sont sur place, et notamment aussi des déclarations officielles du gouvernement israélien. Donc ils nous les ont données, enfin ils ont fait leurs déclarations et ça nous a beaucoup aidé à prouver l'intentionnalité de leurs actes. Donc, comme Bénédicte a disait, on n'a pas accès direct au terrain, donc à cause des restrictions par les autorités israéliennes, ce qui n'est pas souvent le cas dans d'autres conflits.
Et du coup, nous, on a des consultants locaux avec qui on travaillait, mais comme Bénédicte elle expliqué, je vais pas revenir dessus, c'est très compliqué dû aux déplacements et autres et les bombardements constants en fait qu'ils subissent. Donc, suite à cette grande collecte de preuves, on les vérifie. Donc, on fait des vérifications de terrain, les chercheurs, ils les vérifient. Et à Amnesty, on a un endroit qui s'appelle le Evidence Lab ou le labo de preuves en français, où on a différents moyens technologiques pour vérifier les preuves et pour vérifier, on fait du cross-reference, du cross-check. On utilise la direction du vent, le soleil pour vérifier si tout était bien fait, et même tout ce qui est les métadatas des preuves. Et puis, on les croise. Et puis, on retient certains faits, on retient pas tout parce que les collègues de données qui suivent pas notre vérification, on les retient pas. Et donc, on a retenu qu'il y avait que les faits qu'on a retenus dans ce rapport, c'est qu'il y avait des attaques contre des infrastructures civiles, donc des maisons, des hôpitaux, des écoles, la destruction massive de lieux essentiels à la survie, des attaques systématiques contre des zones résidentielles densément peuplées, et il y avait un grand impact, bien sûr, du siège israélien et des destructions sur les restrictions, pardon, sur les conditions de vie des Palestiniens. Et donc, grâce à tout cela, on a après regardé la détermination de l'intention génocidaire de l'État d'Israël, parce qu'on voyait que les faits pointaient vers là, mais on devait avoir le côté intentionnel. Donc, pour faire ça, on s'est bien sûr basé sur la Convention de Genève de 1948 comme cadre juridique, et on a analysé si les Palestiniens étaient un groupe protégé au sens de la Convention, c'est oui. Est-ce que les actes commis sont dans la liste des actes prohibés? Oui. Est-ce que les autorités israéliennes ont l'intention de détruire totalement ou partiellement le groupe? Donc, les Palestiniens à Gaza, pour être précis, hein, pas tous les Palestiniens, parce qu'on ne peut pas le mettre sur les Palestiniens de la Cisjordanie tout de suite. Et donc, les 3 critères ont été prouvés. Et l'intention, et pour prouver cette intention, on a donc bien sûr utilisé les discours du gouvernement israélien, et on a suivi la jurisprudence de la Cour internationale de justice et les tribunaux pénaux internationaux qui expliquent ce que c'est l'intention génocidaire. Donc, l'intention génocidaire doit être abordée et examinée de manière globale, donc en prenant en compte le contexte, l'existence d'un schéma, un comportement global de l'État qui mène ce génocide ou du groupe, le caractère systématique des attaques et l'ampleur. Et donc, après tout ça, on a pu conclure de façon juridique et objective qu'un génocide a lieu à Gaza. Et on a partagé ces faits avec les autorités israéliennes qui nous ont bien sûr pas répondu. Merci Élise. Et juste pour compléter, donc il y a eu ce rapport d'Amnesty, mais également Human Rights Watch et d'autres ONG, y compris israéliennes comme B'Tselem, ont conclu de même. Et, la récente commission d'enquête des Nations Unies aussi. Raphaël Maison, je me tourne vers vous. Je l'évoquais un peu rapidement dans mon propos liminaire, mais les actions de la Cour internationale de justice en 2024 sont assez importantes, et j'aimerais que vous donniez un petit peu un éclairage sur cette séquence-là. Donc, ordonnance de janvier 2024, avis consultatif de juillet 2024, tout ça dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on est parti de ça pour arriver en fait à cette 80e Assemblée générale des Nations unies, à la reconnaissance de la Palestine. J'ai 5 minutes. Ah oui, donc parce que vous, on vous entendait pas non plus, hein. Vous m'avez entendu? Il faut que je reprenne tout? Moi, j'ai dit que j'avais pas beaucoup de temps, et que donc je voulais remercier Adjar et l'Iris de leur invitation et rendre hommage aux organisations non gouvernementales qui sont ici aujourd'hui, Human Rights Watch et Amnesty, qui ont joué un rôle très important dans la conscientisation, j'aime pas trop le mot, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, sur ce qui se passe à Gaza.
Et je pense que ça n'a pas été forcément très facile parce qu'ils ont fait l'objet d'attaques, comme tous ceux qui ont cherché à conscientiser. Je vais essayer de trouver un autre mot pendant les 5 minutes de prise de parole. Ils ont contribué, ces associations ont contribué à porter ces éléments dans le débat. Et leurs enquêtes seront aussi utiles, je pense, pour la justice. Elles pourront être utilisées à différents égards. Et comme vous l'avez rappelé, c'était difficile aussi de s'exprimer sur ce sujet en France depuis 2 ans, puisque vous aviez, à l'inverse, des propagandistes permanents invités sur tous les grands plateaux de télévision, et notamment des responsables de l'armée israélienne qui venaient expliquer qu'ils étaient l'armée la plus morale du monde. Donc, et ce sont eux qui avaient la parole. Faut quand même rappeler ce contexte. Donc, c'est pour ça que je salue l'initiative de l'IRIS. Par-delà les ONG, je voudrais rendre hommage aussi aux rapporteurs spéciaux de l'ONU, bien sûr Francesca Albanese, qui a fait plusieurs rapports, qui a fait l'objet d'attaques et qui continue de faire l'objet d'attaques, qui a fait plusieurs rapports sur le génocide de Gaza, mais elle n'est pas la seule. Je pense aussi à Michael Fakhri, qui a fait des très beaux rapports sur le droit à l'alimentation et la famine à Gaza. Donc le titre, c'est quelle justice internationale après Gaza? Bon, moi je pense qu'on n'est pas après Gaza encore en fait. Donc c'est bien de parler de justice après, de justice pénale après. Ça donnera du travail à plein de gens, etc. Mais là pour le moment on est sur le génocide en cours. Donc bien sûr je vais parler de justice internationale, mais n'oublions pas que le génocide est en cours. Il faudra évidemment une justice pénale, mais il faudra aussi des réparations. Dans la justice, il y a aussi, dans le principe de responsabilité, il y a aussi la réparation qu'on a tendance vraiment à oublier. Et ça participe de l'impunité qu'il n'y ait jamais de réparation. L'urgence, c'est donc de faire cesser ce génocide en adoptant des sanctions contre Israël. Et à l'heure actuelle, ce qui est un petit peu en débat à l'Assemblée générale, notamment avec l'initiative du président colombien Petro, c'est de mettre sur pied une opération de maintien de la paix. L'Assemblée générale peut le faire en protection du peuple palestinien et éventuellement pour forcer le blocus de Gaza, puisque à l'heure actuelle, ce sont les pauvres citoyens, dirais-je, de la flottille qui cherchent à faire ce travail. Donc, il faut déjà soutenir ceux des États qui portent ce discours à l'Assemblée générale, parce qu'il vaut mieux quand même, avant une justice ex post facto, se mobiliser pour que ce génocide puisse prendre fin. Tout le monde n'est pas encore mort, mais bientôt, peut-être, tout le monde sera mort à Gaza. Donc, moi, je vous dirais, je ne vais pas parler de la justice vraiment à venir, je vais parler de ce qui a déjà été fait l'année 2024, puisque j'ai rendu hommage aux rapporteurs spéciaux, aux ONG, mais il faut aussi rendre hommage à certains des États du Sud qui ont saisi la justice de manière relativement précoce. Je pense bien entendu à l'Afrique du Sud et au Nicaragua, puisque l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice en janvier 2024 et le Nicaragua a saisi la Cour contre Israël. Et le Nicaragua a aussi saisi la Cour internationale de justice contre l'Allemagne. Très intéressant, pour complicité. Cette affaire est toujours en cours. Elle est donc très intéressante s'agissant du défaut de prévention pour les États autres qu'Israël et de la complicité. Donc ça, ce sont des affaires extrêmement importantes qui, à mon avis, ont contribué, avec le travail des ONG, bien sûr, ont contribué à changer le regard sur le conflit. Puisque, souvenez-vous, sauf ceux qui utilisaient d'autres sources d'informations que les médias traditionnels, on a été jusqu'à très longtemps, y compris dans le monde. Le monde présente ce conflit comme conflit Hamas-Israël. Pour dépasser cette image d'une légitime défense acceptable de la criminalité des groupes combattants à Gaza, il a fallu, ça a été très important, l'offensive judiciaire de l'Afrique du Sud sur la base de la Convention sur le génocide. Et ça, c'est très important aussi pour que les peuples agissent afin de faire cesser le génocide, fassent pression pour faire cesser le génocide, que déjà on ait une compréhension du phénomène. Donc, l'Afrique du Sud agit et le Nicaragua aussi. Ça nous donne 4 ordonnances extrêmement importantes qui ont été, moi je trouve personnellement, invisibilisées en France. 4 ordonnances au printemps 2024 qui ordonnaient à Israël de cesser un certain nombre d'actions
à Gaza et qui ordonnait, enfin non, pour l'Allemagne, il n'y a pas eu de mesures conservatoires, mais l'affaire est toujours en cours. Et ce qui a été porté devant la Cour, c'est l'assistance par la fourniture d'armes à Israël par l'Allemagne et le définancement de l'UNRWA, parce que souvenez-vous quand même, quand la première ordonnance, c'était un coup de tonnerre, cette première ordonnance. On mesure pas bien. Quand vous n'êtes pas spécialiste de droit international, vous voyez pas l'importance de la chose. C'était vraiment un moment juridiquement et politiquement extrêmement important, cette première ordonnance. Et donc, les États le savaient. Donc, ça a été vraiment invisibilisé. Dans les médias, ce jour-là, qu'est-ce qu'on a eu? L'UNRWA terroriste. Le même jour, on a parlé des accusations portées contre l'UNRWA. Et ça a complètement saturé l'information dans les médias traditionnels. C'est grave parce que c'est important qu'on sache et que l'on puisse s'appuyer sur des ordonnances de la Cour internationale de justice. Donc ces ordonnances sont claires. Il y a un risque de génocide à Gaza. Bon, maintenant, on n'est plus dans le risque. Et même dès le départ, à mon avis, on n'était pas dans le risque, on était dans le génocide avec les déclarations de Yoav Gallant dès le 9 octobre 23, pardon. Donc moi, j'avais pas trop de doutes sur ce point assez rapidement. Donc, risque de génocide, la Cour ne peut pas dire plus que le risque. Ce sont des mesures conservatoires. Donc, quand on vous dit « Ah oui, mais elle a dit que c'était un risque, donc il n'y a pas de génocide », c'est pas du tout ça que ça veut dire. Elle ne peut dire que le risque. Ça ne veut pas dire qu'elle n'estime pas qu'il y a déjà un génocide. Simplement, à ce stade procédural, elle ne peut pas le dire. Donc ça, c'est un faux argument. On a aussi entendu qu'elle n'avait pas vraiment dit qu'il y avait un risque. Enfin, il y a eu toute une campagne de propagande sur les ordonnances elles-mêmes. Soit elles ont été invisibilisées, soit on a cherché à vous faire croire qu'elles ne disaient pas ce qu'elles disaient. Donc c'est grave. Ces ordonnances, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles obligent tous les États à prévenir le génocide. Sur la base d'une, déjà j'ai dépassé mon temps, sur la base d'une jurisprudence de 2007 de la Cour internationale de justice qui concernait Srebrenica, tous les États sont tenus de prévenir le génocide, évidemment de ne pas le commettre et de ne pas s'en rendre complice. Donc tous les États doivent prendre toutes les mesures qui sont à leur disposition pour prévenir. Et la Cour nous dit, dans une jurisprudence antérieure, que plus on a des liens de proximité avec celui qui commet le génocide, plus on a d'obligation de prévenir. Donc plus vous êtes proche d'Israël, plus vous avez d'obligations de prévenir. Et les obligations de prévenir, c'est évidemment cesser l'armement, cesser un certain nombre de livraisons, enfin les relations commerciales, cesser votre soutien diplomatique, qui continue. Quand vous lisez la lettre d'Emmanuel Macron, du président Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahou du 26 août 2025, elle est quand même assez frappante, toute la responsabilité est mise sur le Hamas, bien sûr, les groupes combattants à Gaza, et le président Macron nous dit que Israël devrait s'associer au plan du président Macron parce que ça lui permettrait de transformer ses gains militaires sur le terrain régional en victoire politique. Waouh, mais c'est pas tellement comme ça qu'on doit, me semble-t-il, s'exprimer lorsqu'on a une obligation de prévenir le génocide, y compris par des actions de pression. Bref, il faut là, je crois qu'en ce moment, la personne qui est en pointe, l'État qui est en pointe, c'est évidemment Afrique du Sud, mais surtout Colombie à l'Assemblée générale. Donc il faut regarder ce que fait la Colombie. Il faut soutenir le groupe de La Haye. Ce sont des États qui se sont rassemblés pour mettre en œuvre les sanctions. C'est extrêmement important. Et avant la justice, il faut déjà faire cesser le crime. Et c'est ça qui doit nous retenir. C'est ça on n'a pas beaucoup de moyens, mais enfin, on en a quand même peut-être un peu. En tout cas, on peut l'espérer. Donc, il faut vraiment regarder vers ces États et demander à notre État de s'associer à ces demandes, à ces sanctions. Donc, la justice internationale, juste encore un mot, elle a aussi dit des choses sur l'occupation. Mais j'y reviendrai peut-être un peu après, puisqu'elle a rendu un avis en juillet 2024 qui est extrêmement important, qui est un avis historique. Donc j'en dis juste un mot. L'avis de la Cour internationale demande à Israël de se retirer dans les plus brefs délais du territoire palestinien occupé, de réparer tous les dommages causés depuis 1967, d'évacuer immédiatement les colonies et de démanteler le régime d'apartheid. C'est ça ce que dit le droit international, qu'a dit la Cour en juillet 2024. Et ça a été repris par une résolution du 18 septembre 2024. Alors,
Adjar vous a dit que c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu de l'application de cet avis et de cette résolution, mais j'y reviendrai peut-être après, puisque la deuxième question que vous avez préparée me permet de prolonger sur ce point. Merci Raphaël, c'était important d'aborder effectivement cet avis consultatif parce qu'il permet d'aborder aussi la question de l'occupation en Cisjordanie. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est complètement passé au second plan lors de l'AG de septembre dernier. Il y avait un délai d'1 an, il me semble, je crois, pour l'application. Oui, mais l'AG n'est pas terminée, m'a-t-on dit. Il pourrait y avoir, jusqu'au mois de décembre, on pourrait avoir des choses peut-être. Donc, il ne faut pas abandonner l'idée d'exercer des pressions sur les États. Espérons. J'en viens maintenant à vous, Yohan, sur la question de la Cour pénale internationale. Donc, la CPI, c'est une institution qui est déjà fragile et qui est la cible d'attaques répétées par les États-Unis et par Israël. Et donc, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un point de situation sur les mandats d'arrêt qui ont été émis et nous parler un peu des pressions qui sont exercées sur la... Oui, merci encore pour l'invitation. Merci à tous d'être ici. Simplement pour ceux qui ne sont pas juristes ici, pour bien distinguer, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la Cour internationale de justice qui tranche les différends entre États. C'est pour ça que vous avez une affaire entre l'Afrique du Sud et Israël ou une affaire entre le Nicaragua et l'Allemagne. Et elle rend des avis consultatifs aussi pour l'Organisation des Nations Unies. Et vous avez une deuxième cour qui est aussi à La Haye, donc ça aide pas à les distinguer. Mais la Cour pénale internationale, elle juge des personnes qui sont soupçonnées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Or, pour répondre à votre question, il y a aussi, au niveau de la CPI, donc de la Cour pénale internationale qui juge des personnes, une forme de normalité des procédures en Palestine que la propagande israélienne a tendance à critiquer ou à remettre en question, et une forme d'exceptionnalité. Pour la normalité, c'est qu'en réalité, la Palestine, comme tous les États, comme les 125 États membres, a le droit de demander à la Cour de protéger ses citoyens des crimes qui sont commis sur son territoire. Et ça date de 2015. En 2015, après de longues tractations politiques, la Palestine accède au statut d'État partie et demande à la Cour pénale internationale de déclencher des enquêtes pour les crimes commis sur son territoire, à la fois en Cisjordanie et à Gaza. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le contexte du 7 octobre, on est bien avant. La procédure prend un peu de temps. En 2021, je vous passe la procédure, la procureure de la Cour pénale internationale ouvre officiellement une enquête, la procureure de l'époque, et il ne se passe pas grand-chose jusqu'au 7 octobre 2023, où le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, dont vous avez dû entendre parler, eh bien, accélère les enquêtes et en mai 2024, demande officiellement, publiquement, à la chambre préliminaire, c'est-à-dire au juge de la Cour pénale internationale, de lancer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et notamment pour le crime d'entrave à l'aide humanitaire et donc de famine comme un crime de guerre. La procédure prend 6 mois. On a déjà des premières entraves, mais qui sont d'une certaine manière juridiques, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'États, notamment le Royaume-Uni, qui lancent des procédures un peu dilatoires pour essayer de retarder autant que possible ces mandats d'arrêt. Mais ces procédures sont terminées et en novembre 2024, les juges de la Cour confirment qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ces deux individus, Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou, ont commis les crimes qui leur sont reprochés. Donc pour l'instant, on en est à la phase préliminaire du mandat d'arrêt, mais donc on a des éléments crédibles. Et c'est là où on passe dans l'exceptionnalité. Donc jusqu'à présent, pour être honnête, il n'y a pas, pour le juriste pénaliste que je suis, il n'y a pas d'exceptionnalité. Il n'y a pas Israël qui est visé plutôt qu'un autre État. Une grande partie des dirigeants, des responsables qui commettent des crimes, d'ailleurs parfois moins graves ou en tout cas moins emblématiques que ceux qui sont reprochés à Benjamin Netanyahou, font l'objet de mandats d'arrêt. Donc c'est plutôt le retard de la Cour d'avoir lancé ces mandats d'arrêt qui constitue une exception plutôt que ces mandats d'arrêt. Maintenant, là où on est dans l'exceptionnalité, c'est la réponse qui est accordée à ces mandats.
depuis le début, vous avez derrière, dans les couloirs, dans les coulisses, Israël, mais aussi ses alliés, les États-Unis, qui s'activent pour essayer d'entraver totalement le travail de la Cour. Et quand je vous dis entraver, je vous invite à aller lire, il y a des articles dans Le Monde de Stéphanie Mopa ou dans The Guardian. On parle vraiment de films de mafieux, c'est-à-dire d'aller à son domicile à La Haye avec un bouquet de fleurs et de cacher des billets de banque, des dollars dedans, et de prendre des photos pour essayer de la corrompre, de menacer sa famille qui vivait aux États-Unis. Son fils a été tué. Probablement, ça n'a pas de lien, mais ça joue là-dessus. Des sanctions ensuite officielles. On a même une histoire où Fatou Bensouda est à New York, où elle rencontre le président de la République démocratique du Congo, qui s'en va de la chambre d'hôtel, et c'est le chef du Mossad qui rentre dans la chambre, qui la prend toute seule et qui lui dit « Attention, il faut arrêter toutes ces enquêtes contre Israël ». Et là, on parle de 2021. Donc, vous voyez, on est déjà dans des pressions. Ces pressions, elles sont aussi par le gouvernement américain. Trump prend déjà en 2021 des sanctions contre Fatou Bensouda et Pakizo, qui est le directeur de la coopération, qui les empêchent d'avoir des comptes bancaires, des visas, des biens, enfin qui gèlent leurs biens et leurs avoirs aux États-Unis, et qui déjà à l'époque empêchent toute compagnie américaine d'avoir le moins de soutien à ces personnes. Et aujourd'hui, à partir de la nouvelle administration Trump, on a à nouveau des sanctions contre le procureur Karim Khan, contre des membres du bureau du procureur. Et à nouveau, il faut bien imaginer, c'est les mêmes sanctions contre Francesca Albanese qui ont été mentionnées. Ça vous ruine votre vie parce que toute entreprise qui a un lien avec une entreprise américaine ou avec le territoire américain ou avec les dollars doit cesser de vous soutenir. Ça veut dire plus de banques, plus d'assurance pour vos enfants, pour votre maison, pour votre voiture, plus de logiciels, plus de téléphone Apple, plus de Microsoft, plus d'email Google, etc. Contre toutes ces personnes. Maintenant, et c'est là où ça arrive, là je vous parle des jours qui viennent, aujourd'hui l'administration Trump a annoncé, et on le sait depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qu'elle va maintenant prendre des sanctions contre la Cour dans son ensemble. Donc, plus contre des individus, mais contre la personne morale, c'est-à-dire l'institution judiciaire. Et donc, tout ce que je vous décrivais avant, maintenant, ça va s'appliquer à la Cour. C'est-à-dire que la Cour ne pourra plus avoir de compte en banque, elle ne peut plus payer ses salaires, elle ne peut plus utiliser Microsoft, elle ne pourra plus avoir d'assurance, elle ne pourra plus prendre l'avion, etc., etc. Et donc, je sais que non seulement ça aura un effet de paralysie totale de la Cour pénale internationale, mais de toutes les organisations, les victimes, les ONG qui bossent avec elle. C'est terminé ? Non ? Mais voilà, par exemple, Human Rights Watch, j'imagine, qui coopère avec la Cour de manière officielle, eh bien, c'est qu'à partir du moment où ces sanctions seront imposées contre la CPI, eh bien, elle se retrouvera vulnérable comme dommages collatéraux. Donc, toute la question, mais on pourra en parler après, ce sera maintenant que peuvent faire les États qui sont membres de l'Assemblée des États parties, c'est-à-dire les 125 États qui ont rejoint la Cour avec ce projet qui a été mentionné préalablement, qui est d'une justice internationale impartiale. Et il est aujourd'hui important que les actes soient en accordance, en accord, pardon, désolé, c'est mon anglicisme, avec les paroles. Oui, et après, je vais donner la parole à Bénédicte. Bien sûr, une toute petite note de bas de page pour dire, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Mais je pense que la réticence de la Cour pénale à enquêter sur la Palestine est encore antérieure parce que dès 2008, de l'opération Plomb durci, la Palestine avait demandé à ce que des enquêtes soient conduites. Et surtout, je voudrais insister sur une affaire qui est l'affaire du Mavi Marmara, qui est tout à fait d'actualité, puisque les Comores, le bateau qui avait été attaqué de la flottille pour Gaza en 2010, eh bien, avait saisi la Cour pour une enquête sur cette attaque. Et le procureur a systématiquement refusé d'enquêter, c'était Fatou Bensouda, pendant plusieurs années, alors que les juges estimaient que l'enquête devait avoir lieu. Donc ça, c'était parce qu'il y avait un rapport avec l'actualité cette flottille qui avait donné lieu à une demande d'enquête, cette attaque sur la flottille. Merci. Merci Raphaël pour cette note de bas.
Bénédicte, je me tourne vers vous. S'agissant des sanctions américaines évoquées à l'instant par Johan, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous pouvez nous dire comment elles impactent votre travail et le travail de celles et ceux qui documentent sur le terrain les violations? Alors, je pense que Yoann, tu as déjà dit une grande partie de l'impact que ça avait sur le fonctionnement en fait et sur la capacité de la Cour à mener son travail. Alors la nouvelle sanction, enfin la sanction qu'on craint tous, hein, qui pourrait s'attaquer à l'institution de la Cour, comme tu le disais, elle n'a pas été encore prononcée par Trump, mais on sait que c'est sans doute la prochaine étape, hein, et que ça ne sanctionnera plus des individus, mais l'institution tout entière. Et là, comme tu le disais, Johan, ça aura un effet paralysant très fort. Enfin, déjà, là, ça paralyse des individus, enfin, des officiels de la Cour, et donc par définition leur travail pour la Cour. Mais on s'attend effectivement à ce qu'il y ait encore une étape supplémentaire qui soit franchie, qui a été franchie en fait déjà par la nature de ces sanctions début septembre, quand l'administration Trump a sanctionné 3 organisations palestiniennes, des organisations de défense des droits humains extrêmement réputées, qui font un travail depuis des décennies de documentation et de dénonciation des violations, et tout un travail juridique. Et là, ces sanctions-là contre Al-Haq, El Mazen et le Centre palestinien pour les droits de l'homme, elles sanctionnent aussi les institutions, enfin donc les associations en tant que telles, et c'est catastrophique pour elles. Enfin, c'est vraiment, comme tu le disais, les comptes bancaires sont gelés, donc du coup ils ont dû licencier une partie de leur personnel, et surtout ça met un espèce de glacis autour des personnes ou des institutions qui sont visées. Ça les rend, en fait, j'utilise vraiment ça avec beaucoup de guillemets, radioactifs, c'est-à-dire que toute personne ou entité qui s'aventurerait ou qui continuerait à travailler avec des entités ou des personnes sanctionnées, ce sont des sanctions, comme tu le disais, qui ont une portée extraterritoriale, s'exposent aussi à des risques juridiques et à elles-mêmes subir les conséquences des représailles de l'administration Trump. Donc c'est vraiment très, très grave. On le savait que l'administration de Trump avait déjà fait ça contre la procureure Fatou Bensouda, mais là, on est dans une échelle, comme différentes actions de l'administration Trump 2, qui est démultipliée et avec une accélération aussi qui est extrêmement inquiétante. Donc sur les effets, évidemment, ça a des effets sur les entités et les personnes sanctionnées elles-mêmes. Et comme je le disais aussi, c'est tout l'entourage de travail des entités et des personnes qui sont sanctionnées. Et on en parlait tout à l'heure avec Élise, et j'en parlais aussi avec d'autres collègues qui travaillent pour d'autres organisations. On passe aussi énormément de temps au sein même de nos organisations à analyser les risques juridiques auxquels nos organisations peuvent s'exposer. Il se trouve que Human Rights Watch, c'est une organisation qui est basée aux États-Unis. Donc, on est obligé d'appliquer la loi et les ordres. Donc, il y a tout un équilibre à trouver, et ça nous prend beaucoup de temps, et c'est fait pour ça, en fait, les sanctions. C'est aussi fait pour passer beaucoup de temps sur autre chose qui est le cœur de notre sujet, c'est-à-dire de documenter les violations et de les faire remonter. Donc, il y a un outil. Donc, en fait, là, on parle beaucoup des problèmes. Il y a aussi beaucoup de choses que l'on fait dans nos travails de plaidoyer, de pression sur les États. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de pousser les États à faire, je veux dire qu'ils devraient faire. Juste pour revenir sur les obligations qui découlent de la détermination de génocide ou du crime de génocide, les États ont l'obligation d'agir dès lors qu'il y a un risque. Il n'y a même pas besoin d'avoir une détermination légale définitive sur l'existence d'un génocide, mais dès lors qu'il y a un risque crédible, tous les États doivent mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour prévenir le génocide. Donc tout le débat qui a pu émerger, qui a aussi été qui a aussi été critiqué par notre président en disant le génocide c'est l'affaire des historiens. Non, en fait le génocide c'est l'affaire des responsables politiques ici et maintenant. Et même s'il n'y a pas eu de détermination juridique définitive de la Cour internationale de justice,
dès lors qu'il y a un risque, les États sont obligés d'agir. Sur la question des sanctions, en fait, il y a un certain nombre d'outils, d'instruments que l'on pousse beaucoup. Beaucoup d'organisations le poussent, à soit Amnesty, la Fédération internationale des droits humains et d'autres organisations qui sont mobilisées sur le sujet. C'est un instrument européen qui s'appelle le Blocking Statute, qui est la loi de blocage, et qui serait un instrument qui serait déclenché, enfin qui devrait être déclenché par la Commission et qui contre les effets extraterritoriaux des sanctions américaines. Je dis ça en fait parce qu'il y a des outils, les États ont les moyens d'agir, mais jusqu'à maintenant ils ne l'ont pas fait. Il y a une espèce d'attentisme partagé par les différents États de l'Union européenne, pour ne pas dire de complicité quand il s'agit d'un certain nombre de pays. Mais donc là, c'est ce qu'on pousse beaucoup au sein de nos organisations, au niveau de Bruxelles et des différentes capitales, de pousser les États à déclencher le Blocking Statute, donc cette fameuse loi de blocage, qui est un instrument à la disposition de l'Europe et qui pourrait... alors, il n'est pas parfait cet outil, mais il pourrait réduire la portée et l'impact des sanctions américaines contre la justice internationale. Donc ça, c'est tout un travail aussi, au-delà de la documentation qu'on fait sur les abus, c'est de créer de la pression, de donner de la visibilité à des instruments qui sont à la disposition des États et d'interpeller la responsabilité des États. Et je dirais, pour faire le lien avec l'AG, enfin l'Assemblée générale, quels que soient les plans de paix, les processus, etc., il y a une obligation d'agir maintenant et on ne doit pas faire encore attendre les Palestiniens un hypothétique processus de paix pour agir et pour activer tous les leviers qui sont à la disposition des États pour faire cesser les crimes atroces du gouvernement israélien. Merci Bénédicte pour cet éclairage. Et effectivement, c'est important de pouvoir mettre en lumière ce type de levier, déjà les connaître. Et c'est aussi l'idée de cet événement-là, c'est aussi de faire de la pédagogie sur ces questions-là. Je donne une fraction de seconde la parole à Johan qui voulait porter un complément sur les Oui, sujets. non, juste pour que vous compreniez bien, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la CPI, elle est victime des mêmes sanctions que Daesh, Al-Qaïda, etc. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sanctions administratives. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la CPI et les organisations qui travaillent avec elle sont considérées exactement au même titre que des organisations terroristes. Je peux rajouter un mot là-dessus, juste parce qu'il y a pardon. Non, juste parce qu'il y a une quatrième organisation palestinienne qui est aussi très réputée, avec laquelle toutes nos organisations ont travaillé, qui s'appelle Adamer, qui a été sanctionnée par l'administration Trump, alors sous un autre régime de sanctions, mais comme tu le disais, en fait, qui est sur un programme de lutte contre le terrorisme. Voilà, il y a toute cette assimilation aussi, vous avez pu le voir dans le narratif du gouvernement israélien et du gouvernement de Trump, sur l'assimilation en fait entre des activistes qui se battent pour la protection des droits, ils vont se faire assimiler ils vont être assimilés à des mouvements terroristes et traités comme tels, ce qui est absolument catastrophique. Et concernant les 3 associations qui ont été ciblées en septembre dernier, en fait, on les accuse d'avoir aidé la CPI dans ses enquêtes sans l'accord d'Israël. Élise, vous travaillez à Amnesty, enfin à la Commission Justice internationale d'Amnesty sur la question de la compétence universelle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages et nous dire quels sont les verrous juridiques qui existent aujourd'hui? Bien sûr. Donc, pour que tout le monde sache, je travaille à la commission justice d'Amnesty sur la compétence universelle, sur le plaidoyer, et je travaille dans un cabinet d'avocats sur le contentieux. Donc, j'ai un peu la double casquette. Donc, la compétence universelle, quand on parle aussi de compétences extraterritoriales. Je vais faire vite et essayer d'être pédagogue, donc vous me dites si vous ne comprenez pas. Donc, il y a la compétence universelle, c'est on peut poursuivre n'importe quel crime les crimes internationaux, commis n'importe où par une personne de nationalité étrangère sur une victime de nationalité étrangère. Donc, disons, un Gazaoui à Gaza commis par un Israélien, ça serait par l'armée israélienne. Ça serait, on pourrait poursuivre ça en France. Pour poursuivre ça en France, il nous faut, il y a des, il y a des verrous, il y a des conditions.
Donc, avant, il y en avait 4. On en a fait sauter un l'année dernière. C'était la double incrimination. Donc, il fallait que le crime soit incriminé dans le pays où il a été commis, ainsi qu'en France. Et ça a sauté parce qu'ils ont réalisé que le crime de guerre n'existait pas en Syrie. Donc, ou le crime contre l'humanité. Du coup, ils se sont dit que c'était un peu compliqué. Et du coup, ils l'ont fait sauter, heureusement. Donc, sinon, il y a la résidence habituelle qui n'a pas été définie, ou très mal définie. Donc, on n'est pas trop sûr ce que ça veut dire, mais à voir. Est-ce que c'est payer des impôts ou acheter une maison? On n'est pas sûr. Il y a le monopole du parquet, donc c'est politique, parce que le parquet, la CEDH l'a quand même dit multiples fois pour la France que le parquet en France n'est pas indépendant. Et il y a la subsidiarité à d'autres cours. Ça, on n'est pas trop contre, parce que c'est normal que les gens ne se fassent pas juger 2 fois pour les mêmes faits. Puis, on a la compétence active, extraterritoriale, active et passive. Donc, active, c'est que l'assaillant ou l'auteur présumé est français, et la compétence passive, personnelle passive, c'est que la victime est française. Donc, par exemple, pour plusieurs dossiers en France, quand on parle de compétence universelle, on inclut aussi ces dossiers, donc on parle plutôt de dossiers de crimes internationaux. Donc, les verrous pour la compétence universelle pure, je vous les ai expliqués plus haut. Et donc ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, pour avoir tous ces verrous qui sont cochés, toutes ces cases cochées pour qu'on puisse avoir des dossiers, c'est presque impossible. Et en Amnesty, on a créé une cartographie des dossiers de compétences universelles en France. Et si vous regardez dessus, la majorité des dossiers de compétences universelles pures sont à l'initiative du parquet et donc pas à l'initiative des ONG. Les ONG, on n'arrive que à faire passer des dossiers en compétences extraterritoriales actives ou passives, et puis qu'on essaye, après on les élargit pour inclure d'autres victimes. Mais donc on a beaucoup de bâtons dans les roues pour faire bouger la justice en France. Cependant, pour la compétence active et passive, on a encore des verrous, parce que sinon ça serait trop facile. Donc par exemple, pour la compétence passive, la victime directe doit être française. Donc ça vous semble logique, mais c'est pas si logique que ça. Parce que par exemple, dans un crime de disparition forcée, si moi, en étant française, imaginez ma mère n'est pas française, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de cas comme ça. Elle est disparue de force, disparition forcée. Moi, je suis victime de ça. Mais vu que elle n'est pas française, moi, je n'ai pas le droit de porter plainte en France. Cependant, pour des crimes de terrorisme ou pour tout autre crime, la victime indirecte est considérée comme une victime dans le terme de partie civile en France et a le droit de porter plainte. Par exemple, quand il y a un meurtre, même si la victime n'est pas directe, on a le droit de porter plainte. Donc ça, et pour le terrorisme surtout, on a le droit de porter plainte quand on est des victimes indirectes, même si c'est nous qui sommes français. Puis on a le sujet des immunités. Donc en France, on adore les immunités parce que le parquet en France a quand même... Donc on avait un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad quand il était chef d'État en exercice. Et c'est quand même le parquet qui a fait appel. Donc le parquet a un peu défendu Bachar el-Assad. Bachar, il n'a rien demandé, mais le parquet s'est dit, c'est pas bien qu'on ait un mandat d'arrêt contre lui, donc on va faire appel. Ils sont allés jusqu'à la Cour de cassation et on a malheureusement perdu, mais on a perdu dû à, je pense, une lâcheté parce que vu qu'il n'était plus chef d'État, ils ont remis un mandat d'arrêt quelques jours après. Et du coup, c'était assez simple pour eux de dire que les chefs d'État en exercice ont des immunités. Et je pense que Yoann pourra revenir dessus, mais la France, les déclarations qu'ils ont fait sur le mandat d'arrêt contre Netanyahou de la CPI étaient aberrant parce que c'est le même mandat d'arrêt et le même principe que pour Poutine et ils ont rien dit pour Poutine. Donc c'était assez intéressant que leur analyse juridique n'était pas exactement la même quand juridiquement c'était pareil. Et aussi en France, le parquet national antiterroriste, donc du coup qui enquête sur cela, a l'habitude, et il y a une pratique, ce n'est pas une loi bien sûr, d'ouvrir des dossiers automatiquement, entre guillemets, quand il y a des victimes françaises dans une zone de guerre. Donc par exemple, en Ukraine, il y a à peu près tous les Français qui étaient présents en Ukraine au début de l'invasion, où il y a eu des dossiers qui ont été ouverts, où ils ont au moins fait une pré-enquête sur les conditions des Français lors de cette invasion, parce qu'ils se sont dit, ils doivent être victimes de quelque chose. À Gaza, ça n'a pas eu lieu. Les Franco-Palestiniens qui étaient à Gaza pendant les trois premiers mois de la guerre avant qu'ils puissent être évacués, il n'y a jamais eu d'enquête sur ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête automatique. Il n'y a pas eu de registre de victimes, ce qui est d'habitude le cas dans d'autres zones de guerre. Par exemple, les victimes franco-israéliennes, il y a eu ça. Et c'est pas donc il y a eu une hiérarchie entre les victimes en France, et ce qui est absolument scandaleux. Et c'est pas pour enlever de ce qui est arrivé aux autres, mais c'est scandaleux qu'on n'ait pas la même justice pour tous. Pourquoi est-ce qu'il y en a un, ils ont un registre officiel où le PNAT, ils ouvrent des enquêtes automatiques et pour les autres, non. Enfin, je sais pas, moi, ça me semble pas logique. Cependant, on a des dossiers en France grâce aux ONG, grâce à la FIDH, grâce à
notamment les FIDH pour le coup, et d'autres ONG, Al-Haq aussi. Donc, on a on a 3 dossiers contre des franco-israéliens qui font partie de l'armée israélienne, qui ont commis des crimes. On a une plainte de compétences personnelles passives pour des enfants franco-gazaouis qui étaient à Gaza. Une plainte pour des blocages d'aide humanitaire commis par des citoyens franco-israéliens qui n'étaient pas dans l'armée, mais juste ils se sont dit qu'ils voulaient bloquer de l'aide humanitaire. Et une plainte contre Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, pour incitation au génocide. Et il y en a d'autres, mais qui ne sont pas publiques. Donc, je ne peux pas vous en parler. Donc voilà, ça c'est ça. Donc un peu de lumière, mais quand même compliqué. Une grande hiérarchie entre les victimes, contre lequel on lutte énormément parce que c'est pas normal. Merci. Et on reviendra peut-être dans la séquence d'échange sur la question des leviers par rapport à la compétence universelle. Raphaël, il me semble. Est-ce que vous pouvez revenir sur la déclaration de New York sur la solution à 2 États qui a été portée et l'Arabie Saoudite, même si elle a été un peu occultée, si je puis dire, par le plan de Trump. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette déclaration? Quelles sont les conditions qui sont imposées aux Palestiniens? Si on a un peu de temps, peut-être quelques mots aussi sur ce plan en 20 points qu'on a découvert en début. Alors, je vais essayer de... merci. De la déclaration de New York, mais si je ne suis pas très claire, je vous renvoie à un petit article que j'ai écrit pour la revue Orient 21. C'est en ligne et ça me permet de faire un peu de publicité pour cette revue qui est en ligne et qui est excellente. Pas en raison de mes articles, hein, mais par ailleurs, je veux dire. Donc, je vais essayer d'être claire. Alors, si vous voulez, ce qui nous a un peu surpris cet été, enfin en tout cas moi, et puis d'autres, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cet avis de la Cour du 19 juillet 2024 et la résolution de l'Assemblée générale du 18 septembre 2024, qui reprenait l'avis de la Cour, il était question pour tous les États, on disait, si vous voulez, la CIJ et l'Assemblée générale, et cette résolution a été votée par la France, disaient à tous les États qu'il fallait qu'ils prennent des mesures pour forcer, je simplifie, je vulgarise un peu, je simplifie, pour forcer Israël à exécuter ses obligations, donc de retrait, de démantèlement des colonies, de réparation et de démantèlement du régime d'apartheid. Donc tous les États devraient prendre des mesures d'interruption des relations militaires, d'interruption des relations économiques. Et puis, comme vous parliez à l'instant des binationaux, dans la résolution de l'Assemblée générale, il est aussi précisé que les États devraient faire en sorte que leurs ressortissants ou leurs entreprises ne contribuent pas à la situation illicite. Et notamment, l'Assemblée générale demandait aux États de prononcer des interdictions de voyager pour les nationaux qui pourraient contribuer à la situation illicite. Donc, ça peut tout à fait concerner les binationaux et notamment ceux qui font l'objet de procédures pénales. Donc, évidemment, comme le délai, c'était 1 an, beaucoup de militants dans les associations se disaient mais le 18 septembre 2025, il va se passer quelque chose. L'Assemblée générale va accentuer peut-être la pression sur Israël. Il va forcément se passer quelque chose. En plus, le génocide s'aggrave. Il y a des obligations de prévention. Donc, l'Assemblée générale va peut-être aussi essayer de réfléchir à une opération de maintien de la paix. L'Assemblée générale va peut-être également décider d'exclure Israël de ses travaux, ce qu'elle avait fait pour l'Afrique du Sud. Donc, on avait pas mal d'attentes. Et puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé pour le moment, mais gardons espoir, peut-être grâce au président colombien et aux États dits du groupe de la Haye, puisque ce qu'on a vu, ce qui s'est passé cet été, en réalité, c'est le plan qui a été annoncé lors de la conférence de New York par les présidents de la conférence de New York, qui a été convoquée par l'Assemblée générale, et les présidents de la conférence de New York, c'était France et Arabie Saoudite, qui étaient censés réfléchir à la question de Palestine et à la solution des 2 États. Donc, il y a eu une conférence à New York en juillet, et d'où est issue une déclaration de New York qui, à la base, n'était signée que par les coprésidents, puis par une quinzaine d'États, ainsi que la Ligue des États arabes, et qui a donné lieu... Donc, la France et l'Arabie saoudite demandaient à tous les États de se rallier à cette déclaration de New York. Et bon, moi, personnellement, j'espérais qu'ils ne le feraient pas, mais ils l'ont fait au tout début de l'Assemblée générale dans une résolution du 12 septembre
2025. Alors pourquoi ça pose problème à mon avis? Parce que dans cette déclaration de New York, c'est une proposition de plan de paix qui n'évoque jamais la responsabilité d'Israël, alors que ce qu'a dit la Cour était centré sur la responsabilité d'Israël, qui revient en quelque sorte au processus d'Oslo, sur lequel la Cour avait décidé de ne pas se baser parce qu'il a quand même globalement échoué. Donc ce processus de négociation entre Israël, puissance occupante, et la Palestine, peuple occupé, processus totalement inégal qui a conduit donc aux accords d'Oslo qui finalement ont globalement échoué. Je crois que c'est l'opinion générale maintenant. Donc on revient à ça. On demande aux parties de négocier. Et puis on attend un cessez-le-feu et puis ensuite un accord de paix qui serait conclu entre Israël et la Palestine. Non mais vraiment on est hors sol. Israël a dit clairement, redit à l'Assemblée générale qu'il n'était pas question de la création d'un État palestinien. C'est complètement irréaliste d'imaginer des négociations. Donc c'est un plan complètement irréaliste et en plus qui pose de vrais problèmes puisque l'idée c'est que la communauté internationale, bon évidemment pas Israël et les États-Unis en l'espèce, mais les autres États de l'Assemblée générale soutiendraient la création d'un État palestinien et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les reconnaissances du Canada, de la Belgique, de la France, de l'Australie et du Royaume-Uni. Les États disent qu'ils soutiendront un État de Palestine, mais à certaines conditions. Aux conditions acceptées par le président de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire un État démilitarisé. D'accord, face à Israël, ça pose quand même un petit problème. Et du point de vue de la théorie de l'État, ça pose aussi un gros problème, parce qu'un État, c'est souverain, et normalement, on peut assurer sa politique de défense. Un État contraint économiquement, puisque contraint à adopter une politique ultralibérale qui est décrite dans la déclaration, donc assainissement des finances publiques, créer un contexte juridique favorable aux affaires, enfin, ça c'est complètement contraire au droit de l'État de décider de sa politique économique et donc au droit du peuple palestinien à déterminer sa politique économique. Ça fait partie du droit à l'autodétermination. Et puis, troisième condition, les élections. Donc là aussi, un État contraint politiquement, puisqu'il faudrait que des élections soient organisées dans le délai d'1 an, mais des élections auxquelles tous ne pourraient pas participer. C'est-à-dire que les partis ou les groupes palestiniens qui ne sont pas d'accord avec le programme politique de l'OLP ne pourront pas participer aux élections. Alors, je suis pas spécialiste des mouvements palestiniens, mais je crois que ça exclut quand même pas mal de monde. Donc, c'est quand même énorme, si vous voulez. La Cour a dit qu'il y avait une norme impérative qu'il fallait respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et là, on propose de soutenir un État qui n'a même pas la possibilité d'organiser des élections où tout le monde pourrait se présenter. Alors, vous voyez bien à quoi ça renvoie. Ça renvoie aux élections de 2006 qui avaient été gagnées par le Hamas, ce qui n'a pas plu aux États occidentaux. Mais ils pouvaient pas dire, ils pouvaient pas nier le résultat des élections qui avaient été contrôlées. Là, c'est plus simple. Vous excluez les groupes qui vous conviennent pas. Comme ça, les résultats vous conviendront nécessairement. Et puis, autre élément, cet État doit s'engager dans une coopération sécuritaire très intense pour assurer la sécurité d'Israël. Donc ça, c'est la coopération sécuritaire d'Oslo qui a quand même donné des résultats assez catastrophiques. Donc, c'est vraiment extrêmement problématique. Et surtout, moi, ce qui m'a fait peur, c'est que comme il n'est pas du tout question de la responsabilité d'Israël, il n'est plus question de sanctions. Des sanctions qui avaient été évoquées l'année précédente dans l'avis de la Cour et dans la résolution de l'Assemblée générale. Alors, j'espère, mais je crois que ça sera le cas, j'espère que l'Assemblée générale ne va pas enterrer ni l'avis de la Cour, ni la résolution. Pour le moment, la résolution qui demande aux États de prendre des mesures reste en vigueur. Donc, il est clair qu'on peut continuer à demander aux États de prendre des sanctions, je simplifie, ça ne s'appelle pas des sanctions, des mesures pour contraindre Israël à se retirer du territoire palestinien occupé et surtout, plus immédiatement, à cesser le génocide, les opérations génocidaires à Gaza. Alors, il faut bien dire juste un mot, que c'est pas, si vous voulez, bien sûr, c'est compliqué parce que c'est Israël, comme dirait le président Macron, notre fidèle ami, mais c'est aussi les États-Unis. C'est-à-dire que sans les États-Unis, le génocide n'a pas lieu. Il faut quand même bien
tout l'apport en armes, les bombes, comment ça s'appelle, ces instruments qui détruisent les maisons, là, Caterpillar, etc. La livraison tout c'est livré de manière constante à Israël, c'est-à-dire sans les livraisons américaines, je dirais que ça serait terminé. En tout cas, on n'en serait pas du tout là. Donc évidemment, là, il s'agit de lutter non seulement contre Israël, qui est l'ami des États occidentaux, mais contre les États-Unis, qui sont, moi, à mon avis, co-auteurs du génocide. Parce qu'ils fournissent directement des moyens, je pense qu'ils participent directement, et en plus, ils ont exprimé une intention génocidaire, puisque Trump a dit, vous avez entendu à plusieurs reprises, si vous ne faites pas ça, vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts par tweet. Par Twitter, vous êtes tous morts. Et il l'a redit, ça me permet d'enchaîner sur le magnifique plan Trump. Alors, j'avais même pas envie d'en parler, je vous dirais, parce que pour moi, c'est un plan... On peut pas en parler, peut-être. Si, quand même. Quand même. C'est un plan quand même... C'est un plan qui est présenté... Oh, j'ai pas parlé plus de 5 minutes, là. C'est un plan qui est présenté par des criminels, à mes yeux, soit auteurs ou co-auteurs du génocide. Et c'est un plan qui est présenté sous la contrainte. C'est-à-dire qu'on dit au Hamas, si vous n'acceptez pas ce plan, we will finish the job. Nous allons terminer le travail. Bon, en droit international, c'est juste pas possible de négocier sous ce type de contrainte. D'ailleurs, il n'y a pas de négociation. C'est une proposition que vous devez accepter. Et si vous n'acceptez pas, vous êtes tous morts. We will finish the job. Donc ça, c'est juste un plan criminel. Alors maintenant, si les Palestiniens veulent essayer d'y répondre pour mettre un terme, je comprends la souffrance de la population de Gaza, c'est donc aux Palestiniens de décider. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue du droit international, c'est un plan proposé sous la contrainte et qui contient des dispositions absolument contraires au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Il s'agit d'un mélange, si vous voulez, entre le plan arabe pour Gaza, qui réagissait à la Riviera. Donc, on a fait un petit mixte entre les deux. Mais grosso modo, il s'agit toujours de la ville Riviera. Il s'agit toujours de gagner des gros sous grâce à, j'ai le texte sous les yeux, grâce à, des entreprises, l'intervention de Tony Blair. Enfin, je veux dire, c'est tellement délirant, c'est même pas la peine d'y songer. Bon, si les Palestiniens veulent faire cesser leur souffrance, ils pensent pouvoir faire cesser leur souffrance en répondant positivement. Ça, c'est à eux de décider, bien sûr. Mais je dirais que du point de vue du regard qu'on peut porter, du regard de juriste qu'on peut porter sur ce plan, c'est un plan absolument scandaleux. Et j'ajouterais que sur la déclaration de New York et le plan de paix proposé, on a aussi des problèmes. Moi, je pense que comme la Cour internationale a dit que le droit à l'autodétermination était un droit inaliénable qui ne pouvait pas être soumis, je cite, à condition par la puissance occupante, ne peut pas être soumis à condition par la puissance occupante, un accord qui résulterait de la déclaration de New York est susceptible d'être invalide car en violation d'une norme impérative du droit international, le droit du peuple à disposer de lui-même, du peuple palestinien à disposer de lui-même. Merci Raphaël. Du coup, Yohan a très très peu de temps pour répondre à ma dernière question et ensuite on fera circuler le micro dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Jurdi et puis nous dire, parce que Jurdi a saisi la justice pour carence dans l'application de la Convention de 48 récemment, nous parler un petit peu de ce recours en carence, de nous dire ce qu'il en est, et très rapidement du coup. Oui, en 2 minutes. En 2 minutes, Jurdi, c'est quoi? C'est des juristes, des professeurs, des avocats, des procureurs qui font le même constat que j'imagine beaucoup de personnes dans la salle, qui est qu'en réalité, c'est pas seulement ce qui se joue aujourd'hui en Palestine, c'est pas seulement un effondrement des droits des Palestiniens, c'est en réalité un effondrement de l'ordre international tel qu'il a été créé en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a aussi une résonance locale, puisque c'est aussi un effondrement de nos propres institutions. Ça a été mentionné avec une justice à 2 vitesses, des médias qui ne font pas leur travail, etc. Et donc, face à ce constat, on a eu 1 ou 2 semaines de lamentation. Et puis ensuite, on s'est dit, essayons de trouver des solutions et des actions. Et donc, ce collectif de juristes, on a 3 axes de travail. Le premier, c'est sur le contentieux. On attaque au pénal, au civil, commercial, les entreprises, les États, l'Union européenne, les individus. On a une dimension plus académique où on essaye de promouvoir aussi le droit international dans le milieu académique, dans les médias.
et une dimension de plus de, comment dirais-je, d'éducation, à la fois dans les médias et vis-à-vis des politiques. Maintenant, dans nos actions, effectivement, on a fait un recours en carence contre l'État français d'abord, pour constater que les obligations de prévention du génocide n'ont pas été mises en œuvre par l'État français. Donc, on a saisi le tribunal administratif. On a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour constater aussi que l'Union européenne dans son ensemble et les États qui la composent n'ont pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir le génocide. Et on a tout un tas d'autres actions. On a poursuivi Airbnb, par exemple, ou la BNP devant le tribunal, devant les juridictions civiles, avant le pénal qui va arriver, bien sûr, pour simplement violation du droit, comment dirais-je, à la légalité même d'un contrat. C'est-à-dire que Airbnb, par exemple, loue des logements dans les territoires occupés qu'il présente d'abord comme des logements en Israël, donc ce qui est même une fraude d'une certaine manière, puisqu'il présente un bien ou un service qui est inexact, et aussi comme complice du crime de colonisation, par exemple, puisque en réalité, il bénéficie financièrement du produit d'un crime international qui est crime de guerre. Donc voilà, je vous passe tout l'ensemble. Je vous invite à aller sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Vous verrez que tous les semaines, on a une nouvelle action et que, en gros, ce qui est bien, c'est que l'union fait la force. Et moi, c'est peut-être là-dessus sur lequel je veux conclure. C'est de dire que quand nos États ou nos institutions manquent à leurs obligations, il nous appartient à tous, par le boycott, par les manifestations, par le vote, et nous, juristes, par nos actions, eh bien, de le faire imposer. Et in fine, je sais qu'on gagnera, j'ai absolument aucun doute. C'est simplement une période un peu difficile, mais c'est à nous d'être tous, comment dirais-je, acteurs du changement que l'on souhaite. Voilà, en 2 minutes. Du coup, la parole est à vous. Alors déjà, peut-être pour revenir sur la déclaration de Johan à l'instant, en effet, je crois que dans la grande distribution, au niveau européen, il y a déjà eu des condamnations justement par rapport à la loi de la transparence du consommateur sur certains produits et denrées alimentaires qui étaient labellisés comme venant d'Israël. Et la Cour a rappelé qu'il fallait en effet bien déclarer que c'était des territoires palestiniens sous occupation israélienne sur le label des produits. Ensuite, j'aimerais peut-être revenir parce que justement encore sur Johan, qui c'est la déclaration par rapport aux sanctions de Trump. Je suis assez surpris de la partie bancaire, puisque pour moi, ça s'applique seulement aux institutions américaines. Et il y a des banques européennes, il me semble, et si la Cour de justice est à La Haye, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de comptes bancaires qui sont en Europe. Donc peut-être que tu pourrais revenir dessus. Et sur ces sanctions-là, il y a quand même peut-être une sorte d'impunité, en fait. Je suis assez surpris de comment la décision d'un gouvernement sur les presque 200 pays qui existent quand même peut paralyser en fait à l'échelle mondiale autant de personnes, peut avoir un impact aussi fort. Et un dernier point peut-être rapidement pour le thème de cette question de ce soir, est-ce qu'on peut espérer peut-être une réforme dans la continuité des réformes qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale au niveau des cours de justice, etc. Est-ce qu'on peut espérer une réforme pour un système judiciaire international plus fort, plus ferme, puisque aujourd'hui il semble relativement inefficace, qu'il n'arrive pas à faire respecter ses décisions. Est-ce qu'on peut attendre peut-être des réformes après cette guerre? Peut-être pas tout de suite, évidemment, mais après. Merci. Juste peut-être le point sur que vous abordiez sur la question du commerce avec les colonies. Donc, il y a effectivement une politique de différenciation qui fait que les produits venant des colonies sont indiqués comme tels, mais c'est totalement insuffisant, en fait. Et ce que l'on pousse beaucoup, d'ailleurs, avec les différentes organisations, c'est une interdiction à l'échelle européenne de tout commerce avec les colonies, c'est-à-dire de ne plus faire du tout d'investissement ni de commerce avec les colonies illégales israéliennes, d'autant que c'est une obligation, en fait, ce n'est pas une option. Après l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, qui édicte un certain nombre d'obligations pour les États, de ne pas soutenir, enfin de ne pas, en fait, d'empêcher la colonisation illégale et de ne pas soutenir
les colonies illégales par des investissements, des achats, des échanges, etc. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pousse beaucoup. Il faudrait, pour que ça ait du sens, que ça soit fait au niveau de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui a la compétence sur la question du commerce des pays membres. Mais un certain nombre de pays ont déjà annoncé qu'ils cessaient le commerce avec les colonies. Ça n'a pas beaucoup de poids que l'Espagne le fasse ou que l'Irlande le fasse, mais ça envoie quand même un signal politique et surtout, ça les met en conformité avec leur obligation de ne pas commercer avec des entités illégales, comme le demande la Cour internationale de justice. Sur la CPI, c'est une très très bonne question. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Quand il y a eu des sanctions américaines contre l'Iran, Peugeot ne vendait aucune voiture aux États-Unis. Et une grande majorité des Iraniens achetaient des Peugeot. Peugeot a décidé malgré tout de stopper son commerce avec l'Iran parce qu'il y avait la possibilité qu'un jour, ils veuillent faire du commerce aux États-Unis. Comme les États-Unis sont la première puissance mondiale, toute banque, imaginez la BNP, et là c'est encore plus actuel, ABN AMRO, c'est une banque néerlandaise qui paye les salaires des personnes qui travaillent pour la CPI. Ils font du commerce aux États-Unis, ils ont des avoirs en dollars, et donc à partir du moment où ils continueraient à payer les salaires des employés de la CPI, eh bien ils perdraient tout leur accès au marché américain. Pour toutes les banques, pour toutes les assurances, pour toutes les compagnies de services, c'est totalement impensable. Et donc, c'est comme ça que les États-Unis arrivent à imposer leurs sanctions, y compris à des États qui normalement ne sont pas concernés. Mais c'est ce que Bénédicte mentionnait. Normalement, l'Union européenne a un mécanisme de défense qui permet de garantir à la fois juridiquement et financièrement la protection des entreprises européennes, par exemple de Peugeot ou de la BNP ou d'ABN AMRO. Mais simplement, même avec cette protection, déjà, il faut un accord des États qu'on n'a pas. Et deuxièmement, même si par extraordinaire les États le donneraient, je pense que les entreprises privées auraient tellement peur de perdre l'accès au marché américain qu'ils s'abstiendraient. Donc voilà, c'est en gros une bombe nucléaire contre toute entreprise européenne. Mais ça pose la question de l'indépendance de la Cour. Et j'espère que demain, ils développeront des mécanismes pour se protéger des Américains. Parce que là, on a Trump, mais dans 4 ans, il suffit que 100 000 personnes, ou même pas 50 000 personnes au Michigan, décident de voter pour quelqu'un d'encore plus extrême, et on se retrouvera exactement avec les mêmes problèmes. Et pour la réforme de la justice internationale, donc malheureusement, je pense que là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, avec le Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, on n'est pas sur une nouvelle cour qui va arriver tout de suite. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'explorer les options de compétences universelles et de faire du changement dans nos pays au niveau national. Donc, je sais qu'en Angleterre, ils essaient de changer les choses. Je sais qu'en Belgique, ils essaient de changer les choses. En Argentine, ils ont des lois qui sont super. En France, on essaie de faire bouger les choses. Parce que là, tout de suite maintenant, la seule chose qu'on arrive à voir, surtout si la CPI est complètement paralysée et on a de l'expérience, parce que par exemple, la CPI n'était pas compétente pour enquêter sur les crimes en Syrie, par exemple. Donc, on a de l'expérience de comment faire quand la CPI ne fonctionne pas. Donc là, si la CPI elle est paralysée, bah nous, on se rabat sur les juridictions nationales. C'est le seul choix qu'on a et on le fera. Oui. Avoir un micro. Bonjour. 2 petites questions. La première adressée à Johan. La CPI pourrait-elle un jour disposer d'outils propres de coercition et surtout de protection? Vous venez d'évoquer. Et la deuxième question adressée à Bénédicte et Élise. Est-ce que les ONG peuvent-elles se doter de satellites d'observation ou rester dépendants des opérateurs privés? Et sur les autorités israéliennes, quels moyens juridiques soulèvent-elles pour contester votre preuve de génocide? Oui, sur le premier. Sur la première, honnêtement, je vois mal comment ce serait d'une certaine manière un nouveau monde, c'est-à-dire avec des forces internationales. Vous savez, même les opérations de maintien de la paix, qui étaient les casques bleus, qui étaient d'une certaine manière un peu ce projet universel, ils restent malgré tout extrêmement dépendants des États. Je ne pense pas que demain, la France ou en fait tous les pays accepteront de déléguer leurs citoyens à la Cour. Et c'est le problème de la justice internationale, mais du multilatéralisme d'une certaine manière. C'est-à-dire que, oui, en théorie, c'est des tigres,
mais c'est des tigres de papier qui dépendent toujours de la coopération des États pour travailler. Simplement, je pense qu'il faut basculer sur une vision très, comment dirais-je, étatique de la coopération à quelque chose de beaucoup plus diffus. Et c'est exactement ce qui a été mentionné voilà, par à la fois Human Rights Watch et Amnesty. C'est-à-dire que demain, c'est à nous tous, parce qu'en fait, les États n'existent pas plus que les licornes. Hein. C'est nous qui les avons créés. Et les États, c'est nous tous. Donc, voilà, c'est à nos juges, à nos forces de police, à nos personnes de coopérer avec la Cour, malgré parfois les entraves du politique. Sur les moyens satellites, non, c'est pas prévu qu'on se dote nous-mêmes de moyens satellites. D'abord, c'est extrêmement coûteux. Il faudrait qu'on soit en capacité d'acheter des faisceaux et je sais pas. Ouais, non, on se pose pas la question. Par contre, c'est une vraie question de voir comment, enfin, diversifier les sources d'images, qu'on puisse appuyer sur différents opérateurs. Voilà. Comme le disait, enfin, Élise, là, elle a beaucoup dit, moi, j'ai pas eu le temps de le dire dans ma petite intervention au début. C'est vrai qu'on travaille dans nos différentes enquêtes sur la combinaison, le croisement de nombreuses sources, que ce soit des témoignages de victimes, des images satellites, des photos géospatiales, des métadonnées, etc. Et c'est vrai que c'est très important dans les différents moyens d'enquête qu'on a, surtout quand on ne peut pas accéder au terrain. Et on a nos différentes organisations, elles ont développé des laboratoires d'enquête digitale, enfin d'enquête numérique, pour essayer d'être le plus précis quand il s'agit de travailler sur des bombardements, des destructions d'habitations, des cimetières aussi ou des fosses communes qui grossissent. Donc c'est malheureusement, oui, on utilise beaucoup ça. Sur les moyens utilisés par les autorités israéliennes pour contrer notre travail, bah, déjà, il y a une communication qui est très, très, très intense, qui nous accuse d'être terroristes, pro-Hamas, de diffuser des fausses informations, etc. Et après, il y a des modes de coercition qui sont beaucoup plus agressifs, on va dire. Nous, on ne peut plus travailler en Israël. Enfin, notre chercheur directeur, enfin, si, on peut encore travailler en Israël, mais notre directeur Israël-Palestine a été expulsé il y a 2 ans et demi, Omar Shakir. Donc voilà. Et puis après, je dirais que nous, on a les reins qui sont assez solides. On est une organisation internationale, on a une surface médiatique importante. Mais par contre, pour les organisations palestiniennes ou les activistes palestiniens, là, c'est eux qui sont vraiment très, très, très exposés. Donc ce que tu disais, Johan, de travailler ensemble, de monter des coalitions, c'est aussi pour que les grosses organisations protègent les plus petites et qu'on trouve des moyens de protéger la capacité d'action le plus possible de tout le monde, quoi. Peut-être juste sur le satellite. Je peux quand même, parce que c'est pas ridicule, au contraire. Il y a quand même des initiatives, y compris au sein de l'ONU, pour essayer de contourner les mécanismes. Et donc, par exemple, sur la Syrie, il y avait un veto américain. L'ONU, l'Assemblée générale, a créé un mécanisme de collecte de la preuve et de partage. Et nous, par exemple, je dis nous parce que je suis retourné aux Nations Unies, on a une unité qui travaille sur les images satellites. Et donc, on peut après partager, par exemple, ces images avec les juridictions. Et si Human Rights Watch demain demande à un juge d'instruction français d'avoir accès à ces images, nous, on a l'obligation, ou en tout cas la capacité de partager ces images. Donc voilà, c'est aussi cette mutualisation des biens qui permet, et ça c'est financé par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire par tous les États du monde. Donc il y a des moyens de trouver quand même des interstices de justice ou d'espoir dans ce moment bien sombre. Monsieur. Et une question au fond. On n'a plus beaucoup de temps pour prendre beaucoup de questions. Oui, une question très courte à l'intention de Monsieur Johan Soufi. Quel avenir pour l'UNRWA? Écoutez, pour moi, les attaques contre l'UNRWA, comme l'a dit Raphaël Maison, elles s'inscrivent dans un projet politique qui était clair, hein, qui était de déplacer les Palestiniens
et à la fois les attaques physiques, militaires, puisqu'il y a eu plus de 370 employés qui ont été tués, et les attaques politiques et médiatiques pour décrédibiliser UNRWA. C'est un projet politique clair. Ça dépendra honnêtement de la volonté des États. UNRWA a un mandat temporaire qui est tant qu'il y aura un État quand il y aura un État palestinien qui sera capable d'assurer l'éducation, la santé, etc., il n'y aura plus besoin d'UNRWA. Moi, j'ai peur ou je crains qu'aujourd'hui, UNRWA soit une carte qu'on va essayer de sacrifier dans le cadre d'un projet Trump ou Macron, etc. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut défendre cette organisation qui, honnêtement, est une organisation non seulement utile, mais très belle. Merci. Ce sera la dernière question. Oui, pour Madame Raphaël Maison. Donc, quel avenir pour Gaza et quelles sanctions pour Israël si on envisage, par exemple, comme solution finale, la déportation massive des Palestiniens dans des camps de concentration sur le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. Quelles sanctions pour Israël, donc quel avenir pour les Palestiniens? Comment voyez-vous les choses? Je sais que c'est une question très difficile parce que là, vous n'êtes pas Madame Soleil, j'imagine, mais est-ce que vous pouvez prédire N'étant pas palestinienne, j'estime que c'est les Palestiniens qui devraient déterminer leur avenir, mais c'est une bonne question. Je voulais juste rebondir sur les questions du commerce. Un mot. Moi, je pense qu'il faut dépasser cette question de commerce provenant des territoires occupés. Si les États doivent prévenir le génocide, ils peuvent interrompre toute relation commerciale avec Israël. Ça fait partie des mesures qui peuvent être prises sur la base de la Convention sur le génocide. Il faut prendre des sanctions contre Israël et pas se contenter d'interdire les produits qui émanent des colonies. C'est déjà mieux que l'étiquetage, mais c'est totalement insuffisant. Or, Israël est l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc, si l'Union européenne suspendait ou interrompait immédiatement son accord d'association, on n'en serait pas là. Ce qui veut dire que quelqu'un a dit tout à l'heure, les États attendent, oui, les États européens, les États-Unis attendent que tout le monde soit mort à Gaza. Voilà. On en est là. On en est là, c'est vraiment très grave. Quel avenir pour Gaza? Il faut tout faire pour essayer de faire cesser ce génocide. Il faut remettre les cartes dans les mains des Palestiniens. C'est pas à Tony Blair ou à je ne sais quelle organisation internationale de reconstruire Gaza. Gaza, c'est une population, bon, bien sûr, malheureusement, on parle maintenant d'estimations, je ne sais pas si elles sont exactes du tout, mais à 680 000 morts. Donc là, on arrive au niveau du génocide des Tutsis au Rwanda. Mais Gaza, c'est une des populations les plus éduquées au monde. Le taux d'alphabétisation est le plus élevé au monde. Les Palestiniens sont tout à fait capables, s'ils veulent rester à Gaza, de trouver des solutions pour reconstruire Gaza. Et à terme, bien entendu, Gaza doit être réunifié avec les autres parties du territoire palestinien. C'est ce que dit la Cour internationale de justice. C'est un ensemble qui doit être unifié. Donc les gens ne doivent pas rester cantonnés à Gaza. L'ensemble du territoire palestinien doit être le lieu de l'expression du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Mais pour ça, il faut contraindre Israël à adopter des sanctions et dans l'immédiat, prévoir une intervention par l'Assemblée générale, une opération de maintien de la paix en protection et pour forcer le blocus. Et ensuite, on verra. Merci Raphaël, je crois que c'était le mot de la fin. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Merci aussi aux intervenantes et à l'intervenant. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir partagé vos éclairages avec nous et de nous avoir rappelé que la justice est une condition nécessaire et incontournable quand on veut vraiment, mais vraiment construire la paix. Ouais. Merci.